Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lila. On va de nouveau tourner les pages, on va essayer de voir tout ce que le livre offre de bien à l'être que nous sommes. On va voir aussi que parfois dans le livre, ça nous fait des frissons. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Jesmi. Et bonsoir à Alexandre Gallien. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, on va tout de suite montrer l'ouvrage, donc Le souffle de la nuit. Ça raconte quoi ? Alors, c'est un roman policier. D'abord, on va vous présenter Gallien Alexandre, qui est écrivain et professeur à Sciences Po. Il a déjà écrit, c'est pas son premier roman parce qu'il a écrit sous des pseudos d'Alex Lalou. Donc il a déjà. Un petit peu dans les années 60, il ne voulait pas trop se montrer. Ouais, c'est ça, c'est un moyen de brouiller les pistes comme un autre. Avec la Guerre froide à l'époque, c'était vraiment. C'est un réflexe d'auteur de polar. Ouais. Voilà. Donc, exactement. Donc, il écrit des romans policiers. Je ne sais pas si, comme Des Bleus ou Accords perdus, c'était aussi déjà. C'était aussi des romans policiers qui ont été écrits. La seule différence, c'est qu'ils ont été écrits à 4 mains, avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, c'était 2 voix, 2 personnages, et c'est pour ça que quand j'ai commencé à écrire seul, j'ai pris un autre pseudo pour éviter de trop brouiller les pistes, justement. Tant mieux, tant mieux. Donc, aujourd'hui, vous êtes là parmi nous, vous êtes arrivés, vous allez repartir aussi, c'est ça ? C'est ça, je fais une petite semaine à La Réunion. Voilà, donc avec Les cicatrices de la nuit, que vous avez écrit en 2019 et qui a reçu le prix du Quai des Orfèvres en 2020. C'est ça. Voilà. Et Le souffle de la nuit, donc qui vient de sortir, qui est la suite. Qui est la suite. La suite des cicatrices de la nuit. D'accord. D'abord, une raison particulière pour cette préférence pour le roman policier ou... Déjà, à la base, j'avais une envie d'écrire, et puis j'ai un passé de fonctionnaire de police. J'ai travaillé à la direction régionale de la police judiciaire pendant 5 ans. Oui, je sais. Je l'ai dit avec un ton très honteux, comme si j'avouais un crime. Oui. De toute façon, le voodoo qu'il y a dedans va vous exorciser, vous inquiétez pas. Exactement. C'est ce que j'ai espéré en écrivant ça hier. Oui, je me doutais. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui amène un écrivain à préférer le style roman policier plutôt qu'autre chose ? Alors, je pense qu'en fait, c'est ces 2 chemins parallèles qui sont un petit peu suivis. C'est que j'ai toujours voulu écrire. Je suis devenu fonctionnaire de police parce que je sortais de mes longues études et il fallait trouver un travail. J'ai passé des concours et j'ai eu celui de la police nationale. Je suis arrivé dans un univers très dur, très compliqué, et le petit écrivain qui bataillait en moi depuis des années et des années s'est mis à rêver d'une police. Et j'ai d'abord essayé de faire la police comme je la rêvais. J'ai pas vraiment réussi, évidemment, parce qu'on fait pas bouger une institution à la force de petits bras d'un jeune homme de 25 ans. Et en revanche, sur une page blanche, on peut tout faire et tout écrire. Donc j'ai écrit la police dont j'ai rêvé, et c'est pour ça que je me suis lancé dans le polar. Juste sur cette expérience dans la police, quand vous êtes parti, quel regard vous aviez à ce moment-là ? Sur la police, ouais. J'ai eu l'impression d'être parti au bon moment. Voilà. Non, c'est bien. Et je peux savoir pourquoi, bon moment ? Pourquoi au bon moment ? Parce que je pense que c'est un travail qui est dur, qui demande, qui a déjà peu de reconnaissance, parfois à très juste titre et parfois à moins juste titre. Je suis parti avant une terrible vague de violences policières qui personnellement m'a un petit peu fait mal dans la façon dont les rapports entre la police et la population se sont délités. Je suis rentré dans la police juste au moment des attentats de Charlie Hebdo. Donc j'ai vécu Charlie Hebdo, le Bataclan, et j'ai vécu toute cette période où finalement entre la police et la population, si on reprend l'histoire et si on reprend les choses vraiment lointaines, c'est une histoire d'amour et de désamour tout le temps. Et je pense que je suis aussi parti à un moment où personnellement c'était nécessaire que je prenne du recul
par rapport à cette profession qui est prenante, à ce tunnel de vie dans lequel on s'infiltre et dont on sort pas facilement. Et dont on n'a pas le temps d'écrire. J'ai eu le temps d'écrire, figurez-vous. Oh, bah dis donc. Parce que c'était une nécessité. Ah oui. Ouais, okay. J'en dormais pas, et la nuit, j'écrivais ces premiers romans à 4 mains parce que c'était nécessaire. Ce qu'il y a dans ce roman-là, c'est aussi, j'allais dire, c'est un petit peu de continuer à vivre cette posture de la police ou pas ? C'est surtout raconter des choses. Là, dans ce roman-là, je parle de réseaux qui sévissent à Paris, qui sont très très peu connus. C'est en fait ce qui m'a marqué dans mon expérience de policier, c'est tous ces drames qui sont au coin de notre rue et qu'on voit pas. Non. Ces histoires qui sont lourdes, complexes, qui parfois dépassent largement nos frontières et qui existent concrètement au coin des rues froides de Paris, et dont on n'est pas au courant en fait. Et donc là, vous avez le premier tome. Le premier tome est là, pour lequel j'ai reçu. Je peux le voir. Oui, bien sûr, excusez-moi. Oui, parce qu'on ne l'a pas montré. Alors, le premier tome qu'on n'a pas montré, donc les cicatrices de la nuit. Donc le deuxième tome, ça va être donc le souffle de la nuit. Alors là, ce que j'ai retenu depuis tout à l'heure, c'est que le contexte même, le cadre que vous tracez pour inscrire l'intrigue de l'histoire est quand même, c'est un petit peu ces réseaux-là, quoi. Bien sûr, c'est ces réseaux-là. J'essaie de beaucoup me documenter. Ces réseaux-là, c'est des réseaux que j'ai pu approcher dans ma profession de fonctionnaire de police, et j'ai cherché à aller plus loin, à comprendre avec un regard autre que celui du flic la façon dont ces réseaux-là fonctionnent pour pouvoir me tisser une toile de fond assez large dans laquelle je vais pouvoir ensuite piocher et créer une intrigue et la tricoter et emmener le lecteur. Construire ces personnages-là qui vont passer d'un tome à l'autre. On retrouve les mêmes personnages. On retrouve les mêmes personnages. Les deux tomes se lisent complètement indépendamment. Oui. C'est-à-dire que j'ai... Alors, votre personnage s'appelle Philippe Valmy ? Mon personnage s'appelle Philippe Valmy, et il y a plusieurs personnages. Il y a pas vraiment de héros dans mes romans. Dans la police, de toute façon, c'est jamais des héros solitaires, c'est des groupes de héros. C'est plusieurs talents et plusieurs... Et plusieurs compétences qui s'agrègent pour résoudre une affaire, et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi. Évidemment, ce groupe est mené par une sorte de leader charismatique et qui malheureusement vit malheur sur malheur et que je maltraite au fil des pages, qui s'appelle Philippe Valmy. Alors, c'est un personnage autour, je pense, qui lui aussi a tissé son réseau. Je pense que Philippe Valmy, il a une valeur, j'allais dire, dans ce livre, parce qu'autour de lui, quand même, gravitent des gens qui vont l'aider à aller au bout de ce qu'il veut faire. Philippe Valmy, dans son passé de policier, c'est un homme qui travaillait dans ce qu'on appelle le groupe des cabarets. Le groupe des cabarets, c'est un groupe de policiers qui existe, qui dépend de la brigade de répression du proxénétisme, et dont le métier est d'aller d'établissement de nuit en établissement de nuit pour créer des contacts, pour prendre la température du milieu de la nuit. Et du coup, c'est des fonctionnaires de police qui gravitent dans des milieux qui sont tout autres que la police nationale. Donc, ils connaissent des artistes, des musiciens, des patrons de boîtes, et c'est des réseaux d'informateurs et d'indicateurs qui sont précieux et très très hétéroclites. Et du jour au lendemain, par un jeu de chaises musicales administratives, ce Philippe Valmy, qui a passé 25 ans à écumer les boîtes et à prendre des renseignements et à faire l'éponge, en fait, se retrouve à la tête d'un groupe de la brigade criminelle, alors qu'il ne sait absolument pas mener ce genre d'investigation, et se retrouve à faire du travail de policier, de la crime, donc du travail un peu à la commissaire Maigret, on en parlait tout à l'heure un petit peu en antenne. Et il va se servir, en fait, de toute cette connaissance de l'humain qu'il a pu agréger pendant ces années pour pouvoir mener à bien ses enquêtes avec plusieurs réseaux, etc. Alors, qu'est-ce qui déclenche la nécessité de voir la police intervenir? Quel est le premier événement dans votre livre? C'est un crime. C'est un crime. Il faut que ça débute. Mes deux livres sont des histoires de tueurs. Les cicatrices de la nuit est une histoire de tueurs en série un petit peu. C'est un polar que je voulais répondre à des codes, et je voulais prendre
sur moi les codes de tous ceux qui m'ont inspiré dans le polar. Donc j'ai essayé de rester dans les... Il y en a, j'ai énormément. Et il y a tellement de gens talentueux que c'est toujours très, très difficile de se dire qu'on va en sortir un derrière. Mais... et dans le deuxième, en revanche, j'y ai mis aussi peut-être plus de ma vie depuis que j'ai quitté la police. J'ai mis beaucoup de géopolitique. J'ai fait un travail d'anthropologie beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond. J'ai mis beaucoup de relations internationales aussi. Donc là, c'est 2 crimes, puisqu'ils peuvent se lire de façon indépendante. Oui, c'est ça. C'est 2 tueurs. Voilà, c'est 2 tueurs, 2 crimes, le même enquêteur. Dans 2 livres, on parle. Moi, je parlais de Souffle de la nuit. Bien sûr. Là, il y a un tueur. Il y a un tueur. Oui. D'accord. Qui s'en prend aux flics. Et on ne sait pas pourquoi. Et il s'en prend aux flics dans une mise en scène horrible avec une poupée vaudou dans le ventre au milieu du bois de Vincennes. Et on se rend compte finalement que cette poupée vaudou n'est qu'un leurre, parce que la poupée vaudou dans la vraie culture vaudou n'existe absolument pas. Et que tout ça est une manipulation. Et je n'en dirai bien sûr pas plus, mais qu'il y a plein d'enjeux internationaux et plein d'enjeux politiques autour de ces crimes. Ah, d'accord. Alors, on parle du Nigeria, c'est parce que celui qui le suspect, j'allais dire, viendrait de là. Les cadavres sont retrouvés dans des zones de Paris où sévissent les réseaux de prostitution nigérians qui vont nous intéresser. Là-dedans, les réseaux de prostitution nigérians à Paris sont tenus d'une façon très particulière, puisque c'est un système terrible de traite des êtres humains où des familles peu argentées vendent leurs enfants à des réseaux de prostitution. Mais en fait, ils vendent leurs enfants par ni plus ni moins qu'un contrat. Un contrat qui est un contrat de droit canon face aux divinités vaudou. Donc il y a un prêtre qui vient, qui scelle le contrat avec un talisman qui s'appelle le juju. Et donc ces jeunes filles-là sont contractuellement obligées de rembourser une dette à leur proxénète par des actes de prostitution. Bon, là où c'est très pernicieux, c'est qu'ensuite évidemment sur place, ils sont pas du tout à armes égales. Donc les jeunes filles, on leur fait payer des services très très chers. Par exemple, vous êtes victime d'un réseau de prostitution, vous êtes une jeune prostituée, si vous voulez appeler votre famille, c'est 300 €. Donc on rajoute 300 € sur votre papier de dette. Elles s'en sortent pas, grandit. Et elles s'en sortent pas. Et au bout d'un moment, le parcours type qui est très triste, c'est ensuite, quand on est un petit peu trop vieille et malheureusement l'âge usé aussi, parce que se prostituer tous les jours, ça doit pas être non plus non, c'est terriblement violent. Les jeunes filles sont sur les trottoirs parisiens à partir de 14-15 ans, et à partir de 22 ans les réseaux les considèrent comme usés. Donc ensuite elles deviennent petit à petit ce qu'on appelle des mamas. Donc elles gèrent elles-mêmes leur réseau de prostitution, et c'est comme ça qu'elles se libèrent de la dette, à part certaines qui parfois acceptent de casser ce contrat du juju pour balancer leur proxénète aux policiers. Et ce qui est fascinant, et ce qu'on sait pas forcément autour de ce contrat du juju, c'est que dans l'inconscient collectif, et bon, j'ai travaillé sur des réseaux de prostitution comme ça, et je pensais que le juju était un truc qui était un contrat de canon qui était uniquement l'apanage des criminels. Pas du tout. Au Nigeria, la justice est tellement corrompue. La population a tellement peur et a tellement pas confiance dans l'intégrité de leurs juges et de leur système judiciaire que vous achetez un lopin de terre, vous le scellez avec un juju. Donc c'est un contrat de droit civil qui a pour la population nigérienne une valeur de droit civil. C'est-à-dire qu'on contractualise comme si on achetait un appartement, mais en vendant son enfant à un réseau qui est d'une violence terrible. Oh là là. Et c'est ces jeunes filles-là qu'on a, excusez-moi, au coin de nos rues à Paris, c'est ces destins-là qu'on voit pas en fait, des silhouettes un peu qu'on oublie quand on est dans notre quotidien. Et on s'imagine pas toute l'intensité, toute la force ésotérique qu'il y a derrière tout ça, et toute la complexité de ces histoires. Et puis il faut vivre la nuit pour les voir. Dans le monde de la nuit, comment vous avez fait? Vous êtes allé dans ces réseaux, vous êtes allé voir? Je suis allé voir, j'ai fait un énorme travail de terrain. Oui. J'ai fait un travail de policier avant qui m'a aussi permis de débroussailler un peu ce travail de terrain. Oui, mais enfin, le travail d'écrivain, le travail de policier, voilà. Mais le travail d'écrivain, c'est quand même aussi aller chercher des informations que peut-être on ne donnerait pas à un policier, qu'on se livrera peut-être plus à
ça. Un écrivain, voilà, mais qu'on ne dirait pas à un policier, voilà. Paradoxalement, c'est le fait d'avoir été policier et de ne plus l'être qui m'a permis de casser un petit peu une certaine barrière et de faire en sorte que certaines personnes qui sont impliquées là-dedans, évidemment qu'on ne citera pas parce que on protège absolument ces sources, ont réussi à briser un petit peu une loi du silence et à discuter avec moi. Parce que finalement, quand on est écrivain, c'est très flou. Et je pense qu'on n'a pas envie de se livrer à quelqu'un dont la fonction est très floue. Oui. Alors que fonctionnaire de police, c'est déjà un petit peu plus institutionnalisé. Et puis en plus, fonctionnaire de police qui ne l'est plus, je ne sais pas pourquoi ça a fonctionné. Voilà. On parlait de vaudou, on a parlé de réseaux de prostitution. Je veux dire, dans ce genre de labyrinthe, les inconnus sont multiples. Les inconnus pour l'équation, en tout cas. Ouais, les inconnus sont multiples. D'un côté de la barrière comme de l'autre, parce que il y a cette énorme différence culturelle qui fait qu'on ne peut pas, nous, Européens, occidentaux, saisir toute la complexité de ces traditions, toute la force, tout le poids de ces traditions qui existent au Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Enfin, je parle du Nigeria parce que c'est le pays qui pour plusieurs raisons politiques, a aujourd'hui la main mise sur les réseaux de prostitution en Europe. Mais toute cette complexité, toute cette religion vaudou, elle est propre et elle a ses racines en Afrique de l'Ouest, au Bénin, avec les Yoruba qui étaient à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Et tout ça, c'est tellement difficile à saisir. Les inconnus sont tellement nombreuses qu'il faut le regarder, je pense, avec un maximum d'humilité et de distance. Je pose la question parce que souvent le policier, on dit le profiler, doit rentrer dans la tête du méchant, penser comme lui pour essayer d'anticiper ce qu'il peut faire. Et là, l'écrivain, quand il se met à la place du méchant, il essaye quand même de lui trouver quelques faiblesses. Bien sûr, de toute façon, je pense que l'humain est une zone grise, quelle qu'elle soit, et c'est des nuances de gris. Donc, il faut absolument humaniser quand on écrit, je pense que c'est très important d'humaniser chacun des personnages importants. Donc, le tueur, le méchant, comme vous dites, il est peut-être pas si méchant que ça, ou il a peut-être des raisons de le faire, il a peut-être un passé, une vie. D'accord. Une complexité. Et ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est la complexité des histoires. Donc c'est pour ça que vous appréciez 50 nuances de gris. Notamment pour plein d'autres raisons qui me sont très, très personnelles aussi. Moi, je vais revenir quand même au prix du Quai des Orfèvres. Non, c'était très important. Il a dit que c'était pour des raisons qui sont très personnelles. Je voulais lui demander c'était quoi ces raisons personnelles avec ces 50 nuances de gris, mais je vous passe la parole. Donc moi, je vais revenir quand même sur le prix du Quai des Orfèvres. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix, voilà, les émotions qui vont avec ce prix, et puis le reste, le prix, ce qui va porter au livre et le chemin qui va suivre avec un prix. Il y a eu énormément d'émotions pour moi à la réception de ce prix pour plein de raisons. Le prix du Quai des Orfèvres, c'est un prix qui est remis à un manuscrit anonyme. Donc vous envoyez votre texte qui n'est édité par personne, qui est perdu parmi 200 autres textes. Et le président du jury, c'est le directeur de la police judiciaire parisienne, qui était mon chef de service et qui était le directeur du service dans lequel je travaillais, que j'ai quitté pour la plume. Et qui a lu le manuscrit, qui ne savait pas que c'était moi et qui l'a récompensé. Donc ça a été une reconnaissance institutionnelle. Ça a été une toute petite victoire institutionnelle par la bande, je ne vous le cache pas, parce que ça m'a fait un bien fou. Et puis surtout c'était le premier texte que j'écrivais seul et que je soumettais à un jury, et ça change réellement une vie. Ça met beaucoup de pression aussi. Le jour où j'ai appris que j'avais le prix, le premier truc que j'ai fait, c'était d'appeler ma mère. Et le deuxième truc que j'ai fait, c'était de me remettre sur mon manuscrit. Tout de suite, je me suis mis à travailler immédiatement en me disant, j'avais 29 ans,
T'as 29 ans, t'es le plus jeune lauréat de ce prix-là. Surtout, fais dégonfler tes chevilles et mets-toi au boulot parce que c'est le début. T'as mis un pied dans la porte, c'est très dur de mettre un pied dans la porte. Maintenant, il faut que tu laisses cette porte ouverte et ça ne se fera que par le boulot. Oui, voilà. Parce que c'est quand même aussi une reconnaissance, une confiance en soi quand on s'est dit j'ai écrit de façon anonyme, on a aimé. C'est quand même... Oui, j'essaie de pas trop me le dire, mais oui, c'est... il faut quand même des fois se le dire pour pouvoir peut-être avancer, pour pouvoir... c'est quand il faut aussi accepter, c'est comme un cadeau, quand on vous fait un cadeau sur le coup, il faut montrer sa joie, il faut se dire oui, c'est bon, je suis contente, même si après c'est vrai qu'il faut aussi que les chevilles redégonflent, qu'on redevienne... et puis qu'on se relance sur autre chose. Et puis ça, c'est un prix qui m'a permis... alors, c'est une toute petite anecdote, mais à ce moment-là, j'avais repris mes études. Je gagnais vraiment pas bien ma vie. J'habitais dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés à 29 ans, avec mes bouquins d'étudiants, etc. Donc quand on reçoit ce prix-là et qu'un an après, on change d'appartement, c'est des choses toutes bêtes. Mais, oui. Aujourd'hui, je regarde mes murs, je me dis, bon, ça y est, c'est la littérature, c'est un livre, ça y est, une fois je l'ai fait. Ça m'a transporté quelque part. Oui, bien sûr. On a déjà dépassé de 2 minutes le temps qui nous est imparti. Non, mais je vous regardais, je vous disais que si ça continue, on va rester là. Non, merci en tout cas, merci à vous, Gallien, pour cet échange. Donc, le premier, c'est donc les cicatrices de la nuit et le souffle de la nuit, donc, qui est donc la suite, même si ça reste indépendant. C'est ça. D'accord. Et donc, je peux prendre une seconde pour dire que je suis en dédicace à la Réunion cette semaine. Bien sûr. Donc samedi matin à la librairie Autrement à Saint-Denis, samedi après-midi à la librairie Gérard de Saint-Denis, et pour les gens de Saint-Pierre, je serai vendredi après-midi à la librairie Autrement, à Saint-Pierre. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Gallien, merci également donc à Koulsoum. On va tourner une page, on se retrouve juste après. Olivier Levasseur, la Buse, il ne pouvait pas être enterré là, puisqu'il a été jugé, condamné à mort, pendu le 7 juillet 1730, et son corps a été exposé, pour l'exemple, au bord de la mer. Et on ne sait pas où il a été inhumé. Ceci pour vous dire, et pour répondre à votre question de tout à l'heure, qu'à l'époque, le bord de la mer, c'était là que l'on projetait les gens qui étaient indésirables. Pourquoi cette tombe-là, puisqu'on sait qu'il n'était pas enterré ici? Il faut remonter au 11 avril 1944. 11 avril 1944, on est au lendemain d'un terrible cyclone. Accompagné d'un raz-de-marée dévastateur qui avait démoli le mur nord du cimetière. Et ce jour-là, tous les gens viennent vérifier leur tombe. Et c'est ce jour-là qu'un certain Ignace de Villèle, descendant de Madame des Bassins, vient donc voir les dégâts qu'aurait pu subir sa tombe, et parmi les débris éparpillés, il trouve cette croix. Cette croix qui porte comme une seule indication une tête de mort, des tibias entrecroisés, c'est le symbole de la piraterie. Mais on ne sait pas du tout à qui cette croix appartient. Ignace de Villèle voit cette croix parmi les débris, geste d'humanité pour que cette croix ne soit pas emmenée dans les décombres et disparaître. Il la transporte et il l'adosse à l'enclos de son ancêtre. Et puis, il ne s'en occupe plus. Donc, il y a eu des gens qui venaient peut-être chercher des herbes pour leurs cabris ou leurs lapins et qui ont fait cette découverte de cette croix. Sachant que la Buse, au personnage de la Buse, est associée l'idée d'un trésor. Le très fameux trésor
de la Buse. Et il aurait même dit qu'il a caché son trésor. Dès ce moment-là, cette croix a fait l'objet d'un véritable culte et disons de pratiques magiques. Une croix qui fait l'objet de pratiques magiques qui sont censées permettre de récupérer le fameux trésor. Et à partir de là, on a vu autour de cette croix des verres de rhum, des pièces de monnaie, des bougies, donc des manifestations de pratiques magiques. Et là, nous sommes, si vous voulez, dans les années 1940, 1950. On sait que c'est une fausse tombe, puisque vous avez vu, il y a la croix et il y a une dalle. Mais pour reconstituer cette dalle, les employés ont cherché une pierre tombale dans les environs, sur une tombe abandonnée. Vous savez, là, il y en a plein de tombes abandonnées. Donc, ils ont pris une dalle, mais cette dalle-là, c'était la dalle d'une tombe. Comme il y avait des inscriptions sur cette dalle, ils l'ont retournée et on a mis la croix dessus. Et ça c'était donc dans les années 1970. Ça veut dire que depuis 1970, on a continué à avoir des verres de rhum, des bougies, des pièces de monnaie, c'est-à-dire l'objet de pratiques magiques a continué. Et en même temps, ça a été une attraction pour les touristes. Depuis 2010, on le sait, on a la preuve, parce qu'il y a un historien, Bernard Marek, accompagné de l'ancien maire de l'époque, qui sont allés vérifier. Ils ont retourné la tombe et ils ont vu l'inscription. Cette dalle, cette pierre tombale que l'on a retournée, cette pierre tombale est celle d'une ancienne esclave, affranchie par son maître, parce que elle était dévouée à ses maîtres et en signe de reconnaissance, elle a été affranchie et elle a pu, ainsi en étant affranchie, elle a pu être enterrée dans le cimetière. Parce que ce cimetière, ça n'était pas seulement pour les blancs et les noirs dehors, c'était pour les blancs et les libres. Et même pour les esclaves, il y avait deux catégories d'esclaves. Les esclaves qui étaient baptisés pouvaient être enterrés à l'intérieur, et les esclaves non baptisés, là-bas, en dehors. Parce que cette pierre tombale, c'est, si vous voulez, un hommage à l'esclave, mais un hommage aussi à cette famille qui l'a affranchi. Et cela juste à côté de l'enclos des bassins. Et les historiens ont toujours su que la Buse ne pouvait pas être là, étant donné que, pour différentes raisons. La première raison, c'est que la Buse a été pendue donc en 1730. Le cimetière n'existait pas. Deuxièmement, même si le cimetière existait, il n'aurait pas pu être enterré dans le cimetière, puisque le cimetière, c'était un lieu saint. On n'y admettait que les catholiques. Lui, comme il était un criminel, entre guillemets, il a été condamné pour crime de piraterie. Donc, il n'avait pas sa place. Et personne, et nous savons que cette croix a été trouvée un peu plus loin. Ils ont retourné la tombe et ils ont vu l'inscription. On l'a retournée parce que ça pouvait être interprété comme violation de sépulture. Donc on n'a rien dit. Et d'autre part, étant donné que c'était un attrait touristique, on s'était dit, il ne faut pas
Voilà, il ne faut pas que ça tarisse le flot de touristes. D'autant plus que à cette époque-là, la fausse tombe de la Buse était aussi visitée que la tombe de Lecomte de Lisle. Voilà. Et l'origine de cette croix de pirate, donc on peut penser que c'était un pirate qui a fait amende honorable, qui aurait été enterré ici ou probablement. Ouais. De toute façon, les pirates, ils étaient des blancs. Et quand ils ont fait amende honorable, ils sont devenus des familles honorables. Mais malgré ça, ils pouvaient faire référence à leur passé de pirate sur leur tombe. Mais ça, c'est une espèce d'affection, hein, je pense, manifestation d'affection. Je ne pense pas que ça soit une identité. De toute façon, ils étaient bien ici. D'autant plus que dans la constitution de la population réunionnaise, il y a eu beaucoup de pirates qui se sont assagis, qui ont été amnistiés et qui se sont établis comme habitants, propriétaires, qui ont fondé des familles. Ainsi, on a des familles comme la famille Chaman, ça, descendant d'un ancien pirate. La famille Noël, la famille Baïf, ça, c'est des noms d'anciens pirates, donc ça aurait pu être une croix d'une de ces personnes-là. Il y a eu beaucoup de protestants qui se sont installés à Bourbon, notamment des Forbans d'origine anglaise ou hollandaise qui étaient des calvinistes. Eh bien, ils n'étaient pas enterrés à moins d'abjuration et de conversion à l'Église catholique. Les condamnés aussi, ceux qui étaient condamnés à mort n'avaient pas droit à une sépulture chrétienne. C'est ainsi que la Buse, on ne sait pas où il a été enterré. Est-ce qu'on l'a enterré ou est-ce qu'on a mis son corps à la mer? On ne sait pas trop. Mais on a fait croire pendant longtemps, n'est-ce pas, que sa tombe se trouvait au cimetière de Saint-Paul. Alors que ce n'était pas vrai du tout. Moi, je me souviens de M. Scherer, qui était l'archiviste à l'époque, et il m'avait dit, ils sont persuadés que cette tombe, c'est celle de la Buse. Or, je ne le crois pas du tout. Eh bien, les maires de Saint-Paul ont insisté, ont fait croire que la Buse avait été enterrée, justement derrière le caveau des Bassins. On s'est aperçu récemment que ce n'était pas ça du tout. Vous voyez, comme quoi on raconte beaucoup d'histoires qui ne sont pas authentiques.